Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Show, votre chaîne de rapport de table tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de LOL, puisque on vous a préparé une petite vidéo dans laquelle on va vous préparer à l'ETC, à savoir les championnats du monde en équipe de Warhammer 40 000 et d'autres jeux. LOL, tu vas partir avec l'équipe FWS pour justement couvrir l'événement qui est l'ETC, à savoir que celui-ci sera divisé en deux parties. La première sera l'ESC, les 7 et 8 août, à savoir que à partir du vendredi, donc les 9, 10 et 11 août, il y aura cette fois-ci la vraie partie, les championnats du monde en équipe où la France sera présente. Dans la première partie de cette vidéo, on va vous présenter l'harmonisation qui a été mise en place, et c'est une nouveauté par l'ETC au niveau des tables, au niveau des 8 tables qui composent une travée, avec le type de décor et leur position approximative pour que les gens puissent s'entraîner et arriver dans les conditions les plus proches de la réalité de ce qu'ils vont retrouver au championnat. Yes, dans un deuxième temps, tu vas ensuite nous présenter l'ensemble des 6 scénarios qui sont au nombre de 6, puisque l'ETC se fait en 6 rounds, on va dire on va affronter 6 équipes différentes. Et en dernière partie, on abordera la partie stratégie qui est en pré-game, qui est tout ce qui est pairing, comment les deux capitaines de chaque équipe qui se rencontrent vont positionner leurs 8 joueurs les uns versus les autres. On se retrouve donc les Wargamers avec LOL pour vous préparer à l'ETC de cette année. Ici on va commencer par une toute nouveauté, à savoir les patrons sur l'ensemble des tables, les 8 tables, puisque à chaque fois comme ça les décors seront mis au même endroit. Au même endroit, en tout cas approximativement, mais c'est vrai que c'est une grosse nouveauté. Là le but c'est de donner les armes aux équipes, de s'entraîner et d'être au plus proche de ce qu'ils vont rencontrer quand ils vont arriver. Déjà l'année dernière, il y avait eu une vraie harmonisation des décors. Il y avait eu un choix d'impression et de découpe plastique de décors qui faisait que les tables avaient une vraie harmonie. On n'avait pas le risque de tomber entre la travée 1 et la travée de la ronde 5 sur des tables complètement différentes. Et là, ils vont encore plus loin, c'est-à-dire que vraiment, ils nous donnent une légende au niveau de la taille des décors, des bloquants, des pas bloquants, quasiment leur disposition, en tout cas la manière dont ils vont être répartis sur les 8 tables d'une travée, puisque une travée, c'est 8 joueurs contre 8 joueurs, donc 8 tables. Et on verra un peu plus tard dans cette vidéo que sur le pairing, le choix des tables et du type de table entre danse et pampa, donc là où il n'y a rien, a une vraie importance et peut déterminer qu'un match-up devienne favorable ou défavorable. Exactement. Ici, on découvre ensemble d'ailleurs la légende. On voit qu'il y a 5 types de décors possibles. Celles de type cratère qui ne bloquent pas les lignes de vue, mais qui vont quand même avoir certaines incidences au niveau des règles. Apporter bien évidemment aussi un couvert. On va avoir des petites barricades. Et là où ça devient très intéressant, c'est les 3 carrés qui suivent. On va avoir les carrés noirs qui sont full bloquants. On rappelle qu'en ETC, quoi qu'il arrive, le rez-de-chaussée est 100% bloquant. Ici, pour le reste, ça dépendra tout simplement du décor et de comment est-ce qu'il est constitué. En tout cas, on voit que là, les décors seront typés 9 pouces par 9 pouces par 9 pouces. Sous-entendu, un carré de 9 pouces et de 9 pouces de hauteur. Ensuite, comme deuxième type de décor, ça va être les rouges, les typés ruines, qui eux seront un petit peu plus ouverts. Encore une fois, le rez-de-chaussée sera bloquant, mais le reste sera WYSIWYG et il sera un petit peu plus petit puisqu'il fera 6 pouces de hauteur et 3 pouces sur 3 pouces en longueur et largeur. Et enfin, les derniers, ça sera tout simplement des espaces de forêt où là pour le coup c'est pas du tout bloquant, ça apporte, si on répond aux critères de 100% de mon unité dedans ou si jamais je suis un véhicule, blablabla, les terrains de type forêt. Si on découvre justement le premier patron pour la table numéro 1, qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle ? Alors clairement, la table 1 et on va pouvoir le transposer à la table 2 sont les tables dites très denses. Et là, on a quasiment que des bloquants ligne de vue, line of sight. Là, on est entre 6 et 7 bloquants, sachant que, pour rappel, pour ceux qui ont suivi l'année dernière, ce type de bloquant, vous pouvez quasiment cacher un Nika derrière. Donc là, on va être sur des tables... Ou une armée de Shining Spear. Ou une armée de Shining Spear, je ne sais pas si on en reverra autant, mais en tout cas voilà, c'est des tables qui vont être très denses, que ce soit la table 1 ou la table 2, donc les tables denses, les tables que cherchait l'Eldar en début de pairing, on en reparlera tout à l'heure, en se plaçant en def 1, en première défense, pour justement aller chercher ces tables très bloquantes et pouvoir jouer. C'est des tables qui vont potentiellement favoriser aussi toutes les armées de CAC et de FEP. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir FEPer, donc arriver en frappe en profondeur derrière un bloquant, ne pas se faire intercepter par exemple par un Eldar, pouvoir charger sans ligne de vue, donc pas d'Overwatch, ce genre de choses. Donc c'est des tables qui sont au nombre de 2 et qui sont très denses et très chargées. Yes, ce qu'il faut aussi noter, c'est que depuis la Big Fac, même au niveau des tables typées diagonale ou quart de table, en fait, maintenant ce quart de table est dicté par le petit schéma. Sous-entendu, ça a été aussi adapté à ces tables-là pour que les décors soient soit symétriques, soit au contraire il y a un avantage, mais assumé, dépendamment de qui choisira son bord de table. On est d'accord. Selon le type de scénario, vous pourrez le regarder, vous pourrez faire le croisement entre les scénarios avec le déploiement et les tables. Il y a clairement le choix de déploiement, qui va choisir sa zone, qui souvent peut être défavorable parce que vous n'allez pas avoir le premier tour,
peut s'inverser parce que vous allez pouvoir choisir un côté de la table où il y aura plus de bloquants, il y aura une légère défaveur. Ensuite, on passe justement au deuxième type de table, à savoir les tables 3, 4, 5 et 6, donc il y en a un total de 4, où là pour le coup on voit l'apparition d'un nouveau type de décor, à savoir les décors ouverts, qui eux ne font pas 9 sur 9, mais 3 sur 3. Exactement. Après, on reste sur les tables denses. On reste clairement sur les tables qui ont entre 3 et 4 bloquants. Donc les tables moyennes sont des tables quand même dans lesquelles il va y avoir des vrais bloquants, et selon le type de scénario, pareil, on pourra avoir un avantage ou un désavantage, et les gunlines ne seront pas obligatoirement favorisés. Il y a un truc que tu as dit sur les tables précédentes, en fait, c'est que là, certaines personnes décideront de ne pas commencer pour pouvoir choisir leur bord de table. Et c'est une des premières fois, en fait, qu'on a ça. Déjà, l'année dernière, avec le TC et le fait qu'il y ait des gros bloquants, on sentait qu'ils essayaient de casser cette surlétalité de la V8, même si au fur et à mesure, justement, que la méta s'est dessinée, il y a quand même de plus en plus de parties qui se terminent. Là, je trouve que c'est encore plus probant au niveau de ces schémas. Ça, la fin de la table rase qu'on a connue aussi dans le Chapter Approve, clairement, les games ne sont pas à celui qui tuera le plus vite. Ça a de l'impact par rapport au contrôle map et par rapport au nombre de points qu'on a marqué dans les scénarios. On le verra plus tard quand on abordera les scénarios. Mais clairement, les tables sont faites pour qu'il y ait du jeu, qu'il y ait de la stratégie, qu'il y ait de la tactique. Et le fait que même une table moyenne à 4 bloquants, par exemple, la table 5 que je regarde là à l'instant, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on va pouvoir clairement, pendant un tour, 2 tours, se protéger et pas obligatoirement subir, même si on n'a pas le tour 1. Ici, on découvre maintenant les tables 7 et 8 qui sont les tables que tu as définies comme Pampa, et on se rend compte finalement que sur les deux, il n'y en a qu'une. Oui, clairement, parce que la table 7 a 3 bloquants, elle est un tout petit peu moins chargée en middle bloquant, en petit bloquant ouvert que les autres, mais elle reste quand même avec 3 bloquants. Clairement, il n'y a que la table 8 qui est la table Pampa, il y a un bloquant au milieu, ça va avoir son importance, on en discutera pendant le pairing, mais ça va être clairement une table qui va être sélectionnée par rapport au gunline, tôt, selon la manière dont la liste est montée. Admec, avec les cataphrons Star, où on a une quinzaine de cataphrons Breacher et Destroyer, où il leur faut plein de lignes de vue. Donc cette table-là, qui est quasiment seule et unique dans la travée du 8, va avoir beaucoup d'importance sur le choix et sur la manière dont on va se positionner au niveau du pairing et du positionnement de ses défenses. C'est assez intéressant puisque déjà comme tu l'as dit c'est très apprécié au niveau des joueurs d'avoir une forme de normalisation qui est faite au sein des tables, mais c'est aussi apporter plus de méritocratie sur la préparation en amont de ce genre d'événement puisqu'il y aura moins de surprises au niveau de la qualité des tables et aussi on est vraiment capable de s'entraîner à la maison comme le jour J. Et c'est peut-être aussi un premier pas vers l'équivalent de l'e-sport en fait sur le wargame. Ça a déjà existé mais c'était plus des types de tables. Là, on le verra à l'ETC quand on y sera, mais je pense qu'on peut leur faire confiance, qu'on l'a bien vu l'année dernière, sur le fait qu'il va y avoir vraiment, ils vont essayer de suivre ces patrons au plus proche. Et clairement, oui, la perception des joueurs qui s'entraînent pour les qualifs, ou des joueurs internationaux, ou même de l'équipe de France, de notre team, c'est qu'ils peuvent vraiment s'entraîner et être sûr qu'il n'y ait pas un gap entre les match-ups qu'ils ont testés pour se traîner vis-à-vis des listes adverses. C'est une vraie aide aussi à l'organisation des qualifs et à l'organisation des tournois. Si vous voulez faire un tournoi ETC-like, et vous savez vers quoi il faut que vous vous destiniez pour les décors, pour éviter qu'entre le qualif qui va se dérouler à Lille et le qualif qui va se dérouler à Marseille, il y a un avantage ou un désavantage parce que les tables sont complètement disparates entre ces deux qualifs. Voilà. Maintenant qu'on a vu justement les différents types de tables, cette harmonisation qui est fournie par l'équipe internationale de l'ETC, on va passer au pack d'émissions et déjà on voit en fait pas mal de clarifications. On va très vite les survoler. Déjà se dire qu'on contrôle un objectif à 3 pouces, que ici les zones de déploiement sont dictées par le scénario, ce qu'on disait juste avant avec cette big fac qui nous impose si les diagos vont de gauche à droite, et de les appliquer sur la table telle qu'on la voit et pas de choisir dépendamment qui va choisir son bord de table. Aussi la confirmation du fait que tous les rez-de-chaussée sont bloquants quoi qu'il arrive. Ensuite, pour les étages suivants, ça sera du WYSIWYG. Ensuite, ils vont quand même préciser qu'une fois qu'on a fini son deck de Maelstrom, on a le droit de prendre son deck de défausse, de le remélanger et de tirer dessus au prochain tour, en tout cas à son prochain tirage. Et enfin, le fait de rappeler qu'ici, il n'y a pas d'aléatoire mode Game Workshop, que quand on va tirer une carte Maelstrom of War, par exemple, qui vous apporte des 3 points de victoire, ça sera directement 2. Exactement. Ensuite, on va avoir un récapitulatif de la cinématique de début de game. Tu vas pouvoir la commenter juste après. Déjà, les deux joueurs vont pouvoir lancer un dé. Celui qui va faire le meilleur résultat pourra placer le premier objectif. Mais en amont de placer le premier objectif, c'est ce joueur-là qui avait gagné qui va devoir annoncer son trait de seigneur de guerre, ses sorts, son deck de cartes épuré, sous-entendu les 6 cartes sur ses 36 qu'il va décider de défausser au début de la partie, et ensuite, ça sera à son adversaire. Sachant que si il n'a pas modifié son Warlord trait, sa relique, ou sa stratégie épurée
Avant de continuer la cinématique de placement des objectifs, ce sera l'armée liste qui fera foi, donc celles qui auront été notées au moment de la création puisque de la c'est liste. vrai que toutes ces informations en fait doivent figurer au niveau de sa liste d'armées. Ensuite, le joueur qui avait gagné ce jet de dés va pouvoir positionner le premier objectif. Ensuite, ça va être du ping-pong bien évidemment entre l'un et l'autre joueur. Une fois que ça sera fait, ils vont de nouveau relancer un dé. Le gagnant va pouvoir choisir son bord de table et laisser l'autre se déployer en premier dans le camp qui est libre. Une fois que les deux armées se sont déployées, c'est celui qui avait terminé de se déployer en premier qui va pouvoir choisir ou pas de commencer et laisser l'opportunité, s'il choisit de commencer, à l'autre de prendre l'initiative. Et une fois justement qu'on sait enfin qui va commencer, les deux joueurs, les deux gentlemen vont devoir déclarer s'ils utilisent ou pas des stratagèmes, notamment si on est joueur 2, le fait de pouvoir mettre toute son armée à couvert avec 2 stratagèmes, et surtout en fait annoncer à son adversaire, cette cordialité, de lui dire tel stratagème est actif et surtout combien de points de commandement il me reste pour la partie. Oui, en gentleman et aussi parce que c'est bien de commencer en sachant exactement où on en est. Je préfère penser que c'est par politesse. Le fair play, le beau jeu, monsieur, le beau jeu. Et on découvre ensemble la mission en numéro 1. On voit aussi ici que la méthode de déploiement est liée à la mission. On est sur un assaut frontal, sous-entendu on est sur un aube de guerre en pointe. En plus de ça, on va avoir un mélange d'Eternal War et de Maelstrom of War. Ici, l'Eternal War ne permettra de marquer des points qu'à la fin de la partie, et les objectifs 1 à 4, dépendamment de où est-ce qu'ils sont placés, nous permettront de marquer plus ou moins 2 points. Côté Maelstrom of War, on va avoir contact perdu. On pourra marquer au maximum 3 Maelstrom par tour, on en aura un au tour 1, et ensuite au début de nos tours, c'est le nombre d'objectifs contrôlés qui nous permettront de faire la main, avec un maximum de 6 cartes en main. La petite particularité est qu'en plus, si on a moins de 6 cartes, on peut craquer 3 stratagèmes pour en générer une de plus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le genre de score qu'on peut voir sur ce table et quelle va être la stratégie à adopter? Alors, clairement, on est sur un premier scénario et déjà, on voit qu'on est sur du contrôle map. Plus tu contrôleras d'objectifs, plus tu vas avoir de Maelstrom. Le Maelstrom, c'est la vie, sauf sur un des scénarios qu'on verra plus tard, mais clairement, le Maelstrom va te faire scorer et peut te faire partir très très loin. Après, il y a les kill points qui sont maximum de 6 en différentiel. Tu as première tatane et briseur de ligne. Tu as les éternals à la fin. Les éternals vont être déterminés, le nombre de points qu'ils vont te rapporter va être déterminé en fonction de là où ils sont situés. S'ils sont dans ta zone, c'est 1 point. No Man's Land au milieu, c'est 2 points. Et dans la zone adverse, c'est 4 points. Et qu'on les marque à la fin de la partie. À la fin de la partie. Clairement, sur un match-up équilibré, les joueurs vont avoir tendance à tout placer en No Man's Land. À ne pas prendre de risque de donner un avantage à son adversaire en plaçant les objectifs dans sa zone. Donc les objectifs 1, 2, 3, 4 vaudront 2 points quoi qu'il arrive. Pas quoi qu'il arrive, parce que tu peux choisir, sur un match-up défavorable, lors du pairing, qu'on verra tout à l'heure, tu te retrouves sur un match-up défavorable où tu sais que tu vas ramener 0 à 2 points. C'est ton estimé, c'est Bagdad pour toi, tu as été sacrifié. Tu peux te dire, je vais déséquilibrer la table. Peut-être que je prends un risque, mais je vais déséquilibrer la table. Si j'ai la zone de déploiement et que je n'ai pas le premier tour, par exemple, je vais choisir la zone dans laquelle il y a le maximum d'objets ou je vais être super agressif. C'est tendu, mais ça peut se jouer sur un match défavorable. On va le voir sur l'ensemble des scénarios, mais on retrouve ce genre de mécanisme qui fait que même si jamais on est comme sur un jeu de pierre-feuille-ciseaux, on tombe contre une armée sur laquelle malheureusement, comme tu l'as dit, on n'est pas favorable, on va être capable en fait de forcer le destin, bon ça arriverait une fois tous les 10 ans, mais de forcer le destin pour aller gratter des points, peut-être même une win. Alors, une win, bon, non, mais on reste sur un jeu d'équipe, c'est quelque chose que vous verrez, que vous avez déjà vu pour ceux qui ont suivi les qualifs, mais que vous verrez aussi pendant le TC. Chaque point sur chaque table est important. 1 point ou 2 points peut faire passer l'équipe d'une défaite à une égalité et d'une égalité à une victoire. Et d'une victoire à l'humiliation. C'est souvent à plus d'un ou 2 points. Non, mais chaque point va compter. Clairement, sur ce type de scénario, la tendance va être de placer tous les objectifs qui scorent en Eternal en fin de game, donc de 1 à 4 au milieu pour ne pas prendre de risques. Mais dans une logique, sur un match-up défavorable ou sur une ronde défavorable au niveau du pairing, on peut tenter des trucs. Voilà. Ensuite, on va découvrir la mission numéro 2. Là, on voit déjà qu'au niveau du déploiement, on va être sur un bon vieux marteau et enclume. Et on se rappelle aussi que les patrons, en fait, forcent les décors à être à certains endroits. Donc déjà là, on peut, si on veut, faire un refus de flanc, même sur une table étroite. Il faut aussi penser à la profondeur que va avoir la table. Et certains bloquants peuvent quand même être intéressants en termes de FEP et ainsi de suite. Là, pour marquer des points, on va avoir la partie terre brûlée pour l'Eternal War. Sous-entendu, on va avoir de 1 à 6 marqueurs. Que les marqueurs, on va les marquer au début de notre tour pour 1 point. Et
qu'on peut décider, au début du tour, si on contrôle un objectif dans le camp adverse, de le brûler pour 2 points. Ce qui va empêcher les personnes, quoi qu'il arrive, de marquer d'autres points avec cet objectif-là. Attention quand même, au niveau Maelstrom of War, ils vaudront quand même des points si on tire les bonnes cartes. D'ailleurs, au niveau Maelstrom, on va être sur de l'escalade tactique, on va être capable de marquer 3 cartes maximum par tour, et que ensuite pour le tirage, ça sera une au tour 1, et ensuite ça sera un nombre de tirages qui dépend du numéro du tour. 2 cartes tour 2, 3 cartes tour 3, 4 cartes tour 4. Bien, c'est bien, tu suis. Ensuite, on va avoir les habituels première tatane, tuer le seigneur de guerre et briseur de ligne. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce scénario-là? C'est quand même très ballsy de vouloir rush un objectif dans le camp adverse pour brûler quelque chose. Oui et non, parce que encore une fois, on est sur un... Alors là, on est à partir du tour 2, tu commences à scorer 1 point de victoire en éternel à partir du moment où tu contrôles un objectif. Clairement, sur des armées de contrôle map, tu vas pouvoir scorer très vite. Après, le Maelstrom et l'Éternel s'équilibrent un peu. Il n'y en a pas un qui prend trop le pas, en tout cas sur ce type de scénario. Mais tu peux vraiment, avec quelques faits, on peut penser au Genestealer Culte, on peut penser à d'autres armées assez agressives, tu peux prendre des risques et aller brûler l'objectif adverse sur une armée qui reste cantonnée, qui ne va pas prendre la table. Il faut aussi noter que c'est la première fois qu'on voit qu'un Éternel nous fait gagner des points au début de son tour. On parlait tout à l'heure des mécanismes de délogeage, je ne sais pas ce que ça veut dire, en tout cas pour aller sniper des unités qui sont en train de prendre l'objectif pour priver par exemple le joueur 2 de scorer à son tour. Comment est-ce que tu vois les choses? C'est toujours en fait un pari à prendre entre je vais te retirer une menace en termes de létalité ou au contraire je vais t'empêcher de marquer un point. Clairement ça a été la nouveauté de ce pack, de ce Mission Pack qui est sorti juste avant le TC où tout d'un coup, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est précisé en gros et en gras et en bleu, c'est au début de ton tour. Donc il va falloir que tu te mettes en position potentiellement à risque, selon comment se placer l'objectif. À la limite ça peut être aussi l'appât. Tiens, je mets quelqu'un là, je vais scorer un défense, je vais scorer un domination, plus un point de victoire au début de mon tour prochain. Est-ce que tu vas utiliser des ressources pour m'éliminer les 5 scouts qui sont planqués derrière un mur? Alors que de l'autre côté, j'ai un Ika qui est en train de te foncer dessus ligne droite. C'est clairement quelque chose qu'il faut prendre en compte dans sa stratégie. Et d'ailleurs, c'est là où on verra et on voit les grands joueurs. C'est là où on voit que les bisous sont très forts, ou les gros joueurs compétitifs, les grosses équipes. Parce qu'ils jouent le scénario et ils sont prêts parfois à perdre de l'agressivité, mais pour jouer le scoring. Et est-ce que tu ne penses pas que ça va aussi changer le visage de certaines listes? On prend l'exemple en fait de figurines à craquage. On va parler par exemple d'un capitaine en moto d'un Eagle Custodes avec une 3+ reroll plus le chamallow qui permet de reroll, qui nous permet donc de reroll en 1 vue à 3. Enfin, c'est totalement le genre de figurine à craquage qui peut permettre de pull l'autre et de le faire craquer au mental. Clairement, en plus on va le voir dans les autres scénarios, mais des persos ou des listes avec beaucoup de super OP, sur des scénarios de contrôle map, c'est important. C'est important de pouvoir faire des cordons de 30 mecs, immunisés au moral, qui contrôlent 3 objectifs en même temps. Vas-y, utilise toutes tes ressources pour les fumer. Ils ont une invue, ils ont un feel no pain, je pense au Plague par exemple. Et en plus, je vais les retirer sans prendre d'importance au niveau de ma cohésion, parce qu'à mon tour prochain, j'aurai 3 objets, donc j'aurai 3 points. Tu auras dépensé la moitié de ton armée pour fumer 40 plagues ou 30 plagues, mais ça n'empêche que je vais marquer 3 points. Et toi, tu ne toucheras pas mon prince démon, tu ne toucheras pas le truc qui va te foncer dedans, ligne droite, quoi. Voilà. On passe maintenant au scénario 3, scénario certainement le plus complexe, mais aussi le plus intéressant en termes justement de tricks de jeu et de complexité au sein justement des 6 ou 7 tours qu'on va y retrouver. Déjà, au niveau du déploiement, on est sur un noble de guerre standard, c'est le truc le plus facile à retenir sur ce scénario. Ensuite, on va avoir 2 façons de marquer des points. On va avoir la partie Eternal War où on va bien retrouver 6 objectifs, à savoir quand même que les objectifs vont avoir un nombre de points secrets, sous-entendu on va les placer. Ces objectifs vont valoir soit 4, soit 3, soit 2 points. Ensuite, c'est le scénario au niveau du Chapter Approve qui est le scénario d'Intel, puisqu'on va donner à maximum 3 persos de sa liste, 3 objets, 3 Intel, 3 artefacts, on ne sait pas, qui font que si ces persos sont encore vivants à partir du tour 3, on marquera 1 point par personnage vivant à l'issue de son tour. À savoir que ces personnages-là, avec de l'Intel, permettront de marquer des points supplémentaires s'ils possèdent ou pas un objectif, à savoir 1 point par personnage. Ensuite, il va y avoir aussi pas mal d'intérêt à l'attrition, puisque le tirage de cartes va être fait dépendamment en fait du nombre de kill points qu'on a fait au tour d'avant. En maximum, on pourra marquer 3 cartes par tour et on pourra avoir 6 cartes en main maximum. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce scénario-là? Alors, clairement, c'est le scénario qui est, du fait du mélange de ces différentes Eternal et Maelstrom, est un des plus complexes. Quand vous construisez des listes,
Souvent, vos personnages, ils sont là pour apporter des bulles, ils sont là pour apporter des effets, pour aller chercher des reliques ou ainsi de suite. Ils sont aussi des fois sacrifiables. On va avoir des persos comme le Smash Captain qui est Gumball, il est là pour aller péter un truc, bah tant pis s'il meurt derrière. Là, ça peut avoir son importance. Là, pour le coup, il va falloir les garder, il va falloir peut-être les protéger, et à un moment, il va falloir les exposer. Puisqu'à partir du tour 3, il faut qu'ils soient sur les objets pour marquer des points. Ce scénario peut aller très très vite, et sachant qu'en plus, l'attrition va vous rapporter chaque kill point, en plus de vos 3 cartes Maelstrom, chaque kill point va vous donner une carte supplémentaire en Maelstrom. Donc vous pouvez aller très très vite en Maelstrom sur des listes très agressives et qui tuent beaucoup. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même 18 points en in-game. Parce qu'en in-game, on a tous les objectifs qui valent, donc 4 points, 3 points ou 2 points. Donc c'est un scénario, clairement, quand on fait des estimés, quand on est coach ou capitaine et qu'en cours de game, on demande un estimé à un joueur, c'est un scénario, il faut que le joueur soit très bon pour avoir une vraie vision, une vraie visibilité. Déjà, à partir du tour 2, ça va être compliqué. Il ne sait pas où sont les intels. Est-ce qu'il va pouvoir les sniper, ceux de l'adversaire ou les siens? Endgame, est-ce que je ne vais pas subir un tour 4 et un tour 5 qui vont me laver et qui vont faire qu'à la fin, je vais perdre 18 points? C'est un scénario qui est très dur à estimer et c'est un scénario qui est passionnant. Et il y a une vraie qualité stratégique et tactique sur ce type de scénario qu'on voit et rien n'est défini jusqu'au tour 5, voire 6. Voilà. On passe maintenant à la mission numéro 4. On est rentré dans la complexité des scénarios, puisque là aussi c'est un scénario qui est assez passionnant. Il y a une vraie forme de mérite en fait qui s'installe sur la stratégie du joueur qui va gagner. Et ça c'est vraiment cool. Déjà, on va être en déploiement recherche et destruction. On va donc être en quart de table, où encore une fois on n'a plus le choix de ce quart de table si on choisit son bord de table. Ici, côté Eternal War, on va avoir la particularité d'avoir 4 pylônes. C'est les objectifs qui vont de 1 à 4. Ceux-ci sont placés en début de game sans aucune latitude de jeu puisqu'ils sont placés au centre de chacun des quarts de table. Par contre, avec la cinématique qu'on a vue tout à l'heure, on va quand même pouvoir placer à tour de rôle l'objectif 5 et l'objectif 6. Par rapport à ces fameux pylônes, on marquera un point à la fin de chaque round si on en contrôle plus ou moins que son adversaire. C'est donc la première fois qu'on a un mécanisme de plus ou moins que son adversaire sur le control map. Ensuite, au niveau Maelstrom of War, on devra toujours avoir 4 cartes actif, qu'il existe un stratagème qui pour un PC permet au moment du tirage de cartes de dire à son adversaire celui-là tu peux pas le faire et on pourra en marquer que 3 maximum. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce scénario? Tu l'as dit clairement déjà, c'est le premier scénario où il y a une notion de compétitivité par rapport au nombre d'objectifs. C'est les 4 piliers. Tout peut contrôler un pilier. Si tu en as plus que ton adversaire, tu marques un point. Si tu contrôles les 4, tu marques 3 points. Encore une fois, on est sur du contrôle map. Après, là, il y a toute la table, les objets sont prédéfinis. La stratégie de carré ou d'essayer de déséquilibrer un côté ne se met pas en place, sauf sur le 5 et le 6, et uniquement sur le Maelstrom. C'est un objectif qui est encore assez équilibré entre le Maelstrom et l'Eternal, mais c'est clairement un objectif où tu gardes une part tactique. Tu l'as dit, il y a ce stratagème de signal interrompu. C'est-à-dire que tu vas pouvoir, à un moment, aller niquer sa stratégie. Putain, le mec s'est mis en place pour me faire une suprématie, pour me faire une domination. Bim, tu le feras pas ce tour-là. Ça, c'est pas négligeable. Et c'est aussi le premier scénario où c'est la fin du Battle Round. Et la fin du Battle Round fait que, est-ce que j'ai envie de commencer? Est-ce que, si je suis deuxième, le joueur va se placer pour marquer des piliers? Létalité versus control map, ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement, va se placer pour marquer des piliers. Mais moi, je serai en réaction et ce sera à mon tour qu'on va scorer. Donc, est-ce que je ne serai pas à même de pouvoir aller foutre la petite troupe qui va bien, aller fumer les 5 scouts qui sont derrière le pilier, et donc de l'empêcher de marquer un point, parce qu'on sera à égalité, ou d'aller moi récupérer les 3 points. On le rappelle, hein, mais choisir que l'autre commence, ça veut dire que nous, on a choisi notre bord de table. Ce qui n'est pas négligeable. Ça fait beaucoup de bonus quand même. Ce qui n'est pas négligeable. La V8 est létale. Le premier tour, elle peut être très agressif, mais sur ces scénarios-là, on va dire qu'on arrive quasiment à le compenser, voire le fait de finir sur les scénarios même qu'on a vu précédemment où on score beaucoup en Eternal, celui d'avant où on scorait 18 points en Eternal à la fin, c'est pas négligeable de finir. Donc là pareil, c'est pas négligeable de finir le Battle Round et d'aller chercher les piliers. On passe maintenant au scénario numéro 5. Au niveau du type de déploiement, on va être sur frappe d'avant-garde, c'est-à-dire la bonne vieille Diago avec 24 d'écart entre chaque zone. Ensuite, au niveau des objectifs, on va avoir l'obligation de les placer 2 dans sa zone de déploiement, 2 dans le No Man's Land, donc dans la barre des 24 pouces, on n'a pas le droit de se déployer, et 2 chez l'adversaire. Ça a son incidence, puisqu'on continue d'être dans le mécanisme où on marque les points au début de son tour, sauf que si on contrôle les 2 chez nous, on va marquer 1 point, les 2 du centre de table, on va marquer 2 points, et les 2 chez l'autre, on va marquer 3 points. Donc ça fait qu'au total, déjà sur un tour, si on les contrôle tous, on peut marquer 6 points, ce qui est énorme, puisque c'est plus important qu'un suprématie. Bien sûr. Ensuite, au niveau du Maelstrom of War, on va devoir systématiquement avoir 4 cartes active en main. La particularité, c'est qu'à chaque fois qu'on en tire une, on va en tirer 2 et son adversaire va pouvoir défausser celle qu'il souhaite. Donc sur
4 cartes, on va en tirer 8, mais ça sera fait de façon séquencée pour en avoir 4 actifs. Ensuite, on pourra en marquer 3 à la fin de son tour, et on aura comme objectif, comme d'habitude, supplémentaire, première tutane, briseur de ligne et tuer le seigneur de guerre. Encore une fois, un scénario assez complexe où on peut se gaver en éternel. Oui, clairement. Et en plus, selon tes tirages en Maelstrom, tu peux marquer quasiment pas ou peu de points en Maelstrom. Tu tires 2 objectifs, un que tu peux pas faire, un que tu peux faire. Évidemment, ton adversaire va dire bah, tu discardes celui que tu peux faire. Et il peut t'annihiler ta stratégie, en tout cas ton rendement de main quasiment pendant toute la game. Donc ça peut être très frustrant au niveau Maelstrom. Donc les Éternals, encore une fois, le contrôle map sont très importants. Sachant qu'en plus, le endgame est non négligeable puisque chaque objet, donc 6 objets, valent 2 points en endgame. Ce qui veut dire 12 points. Plus, comme tu l'as dit, les points que tu vas marquer au début de chacun de tes tours. 1 point pour les 2 dans ta zone, 2 points pour les 2 en No Man's Land et 3 points pour les 2 dans la zone adverse. L'Eternal est clairement la ligne à suivre pour ce scénario-là. Et enfin, on découvre la mission numéro 6. On est sur un marteau et enclume en pointe cette fois-ci, donc on est à 18 pouces et pas à 24 pouces de l'adversaire. Au niveau de la façon on va marquer des points, côté Eternal, on va bien évidemment avoir 6 objectifs. Les objectifs vont chacun valoir 1 point au début de son tour, ils ne vendront pas plus en fin de partie. Et là, la particularité, ça va plutôt être au niveau du tirage Maelstrom de cartes, puisque au début de ton premier tour, tu vas en choisir 2, et que pour chaque objectif que tu marqueras, tu pourras en générer 2 au tour d'après. Tu peux avoir un maximum de 6 cartes en main, mais tu n'es pas limité par le nombre de cartes que tu peux marquer. Donc tu peux en marquer jusqu'à 6 par tour avec des cartes qui valent 2, voire plus de points. Donc tu as vraiment moyen de te gaver. Ensuite, comme d'habitude, briseur de ligne, première tatate et tuer le seigneur de guerre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce scénario-là? Ah bah, on vient de le voir avec le scénario 5 qui était Eternal. Là, c'est un scénario Maelstrom. Après, bien sûr, le contrôle map, tu vas marquer 1 point de victoire par objectif que tu contrôles à partir du début de ton tour 2. Mais là, déjà, tu choisis. Attention, tu choisis les 2 premiers Maelstrom que tu fais. C'est-à-dire que tu prends tes 36 cartes, stratégie épurée, voilà. Tu vas choisir tes 2 premiers. Si tu as pris un ordre prioritaire reçu, par contre, tu génères de manière aléatoire la carte qui va avec ou l'objectif qui va avec. Ça, c'est important. Mais ça n'empêche que tu vas sélectionner 2 objets que tu vas marquer. Donc, tu sais que tu vas être à 4 cartes quasiment sûres au tour suivant, et ainsi de suite. Donc, ça peut aller très, 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 très vite, sachant que tu n'es pas limité au nombre de Maelstrom que tu scores. Tu peux aller jusqu'aux 6 cartes d'un coup, tu peux scorer 6 points, enfin 6 cartes Maelstrom d'un coup. Donc souvent c'est un scénario où tu vas faire le tour de ton deck, en particulier quand tu as une grosse présence sur table. Donc c'est un scénario qui est Maelstrom à fond, où le gap de points peut se marquer très très vite, et il n'y a pas de manière de le rattraper en fin de game. On a fait le tour des 6 missions, et honnêtement c'est flagrant. On sent que depuis la V8 ça va être le 3e ETC, que ça prend en maturité, et surtout en fait, ils veulent complexifier le jeu, ils veulent vraiment que ça soit la réflexion qui prenne le pas sur juste tiens prends 100 dés dans ta gueule parce que je joue 400 conscrits. Et ça c'est vraiment intéressant en fait. Il y a ça, il y a la notion qui a été rajoutée par Games, mais sur lequel surfe le TC, la stratégie épurée aussi. Warhammer 40 000 n'est pas un jeu de deck, mais ça n'empêche que tu as un deck. Et donc on le voit clairement, il y a des scénarios qui sont très Eternal, d'autres qui sont très Maelstrom. La volonté en tout cas, c'est qu'il y ait une vraie stratégie, une vraie tactique pré-game dans ta création de liste, mais aussi in-game, dans la manière dont tu vas aborder, puisque les scénarios peuvent être très différents. On prend un exemple, l'Intel, j'ai 3 IK, c'est 3 personnages, je mets un IK sur un objectif Intel à partir du tour 3, viens le déloger. Voilà, j'ai construit ma liste comme ça, mais peut-être que je serai en défaveur face à une liste org dans laquelle il y a 12 personnages. Enfin voilà, la construction jusqu'à la manière dont tu vas jouer ton scénario, il y a de la complexité, il y a de la stratégie, il y a de la tactique, et on n'est plus dans je lance des dés et tu me rends en face et c'est basique. Et comme tu dis, ça fait qu'on est sur des scores qui sont moins 20-0 gamble, plus sur des choses où il y a du jeu du tour 1 au tour 6 ou au tour 7. On est sur une V8 qui est létale, une V8 où quand on se tape dessus, quand on tire dessus, ça meurt. Les scénarios Chapter Approve et les scénarios ETC sont faits de telle manière à amener du jeu, de la stratégie, de la tactique dans ce monde de brut. Et clairement, c'est réussi parce que même des listes qui peuvent paraître pas fortes en face, eh ben, elles vont scorer, elles vont prendre la table. 30 plagues, ils te prennent 3 ou 4 objets, il faut les tuer, il faut utiliser des ressources pour les tuer. Et ça apporte moins de 20-0, j'ai l'impression, en tout cas, c'est la sensation que j'ai.
et ça apporte des scores plus serrés et des vrais games qui démarrent au tour 1 et qui finissent au tour 5, 6 ou 7. Yes, c'est important, tu l'as dit, on ne l'a pas précisé. Il faut aussi savoir que sur l'ensemble des missions, on est sur une durée de partie aléatoire. Sous-entendu, à l'issue du tour 5, on jette un dé sur un 4+, il y a un tour 6. À l'issue du tour 6, on jette un dé sur un 3+, il y a un tour 7. Et on va quand même noter la particularité que si jamais les joueurs font appel à la clock, sous-entendu au fait d'avoir un temps imparti pour chacun des joueurs au sein d'une partie, le tour 6 et le tour 7 ne sont pas déclenchés si les deux joueurs n'ont pas au moins 15 minutes. Exactement. Sachant que la clock n'est pas systématique à l'ETC. Je sais qu'ils y pensent, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La clock est plutôt une sanction, en fait. Sur quelqu'un, un joueur ou deux joueurs lors d'une game qui ont été identifiés comme des joueurs lents, ils auront droit à une clock à leur prochaine game. Donc, tu peux, selon le timing de la ronde, parce qu'il y a 4h30 au total, tu peux essayer de minimiser cet impact aléatoire. Mais sur des joueurs qui jouent rapide, il y a cet aspect aléatoire qui fait que sur un 3+, il y a un tour 6, sur un 4+, il y a un tour 7. Et c'est souvent en fait ce qui fait craquer des fois les games. Ah bah, sur un 20-0, il n'y a pas tellement de débat, mais en général, on va se dire que attends, moi tour 5, je suis capable de mettre un 12-8, et finalement, on se rend compte que plus la game va durer, finalement, tour 6, ça sera peut-être un 10-10, et tour 7, malheureusement, un 8-12. Sachant que maintenant que la table rase n'est plus un 20-0, tu as des armées qui vont très très bien scorer sur les 4 premiers tours, et à partir du tour 5, elles sont quasi mortes, mais elles partent du principe que sur les 4 premiers tours, elles sont scorées très fort en contrôle map. Si le joueur en face se retrouve avec 3 tours seul, il peut potentiellement rattraper ce C'est bien que tu le retard. dises. On va quand même rappeler qu'en termes de mécanisme de jeu, à partir du moment où on est table rase, la partie ne s'arrête pas. Et ça veut dire que l'autre va pouvoir tout faire. C'est-à-dire qu'il va pouvoir jeter le dé pour savoir s'il y a un tour aléatoire. Sous-entendu, le mec il joue tout seul depuis 2 tours en tirant ses petites cartes, en essayant d'aller prendre ses objectifs et ainsi de suite. Ils vont ensemble jeter le dé pour savoir s'il y a un tour 6, un tour 7, et ça va continuer même si le gars joue tout seul. C'est inspiré d'Age of Sigmar et ça apporte beaucoup d'équilibrage en fait sur certaines listes qui, avant en fait, misaient tout sur le fait de retirer la dernière figurine, la dernière seconde de jeu pour tenter de mettre un 20-0. On pense au taux ou sur d'autres. Exactement, c'est clairement par exemple, alors les taux ont encore de beaux jours devant eux, mais c'est ce qui a commencé à les tirer un peu dans le méta vers le bas, en tout cas ce que nous remontent les joueurs taux, parce que les joueurs taux avaient une létalité, en particulier sur certaines listes Tri-Tide et Tri-Commander, qui étaient très très fortes. En plus avec les SMS, ils pouvaient aller chercher le mec qui était planqué derrière un mur. Aujourd'hui, comme ils ont moins de mobilité peut-être que certaines autres listes, en tout cas sur les listes prédéfinies taux qu'on a pu voir pendant quasiment toute la saison, ils sont moins adaptés au scénario et au fait que la table rase n'existe plus, que c'est plus un 20-0 automatique. Yes, alors ça va nous faire une bonne transition, puisque là tu as parlé justement de certaines listes et de la façon de la faire et ainsi de suite. Le prochain sujet, c'est justement de parler du pairing, mais par rapport à tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ça complexifie pas énormément en fait les matrices? Sous-entendu, en tant que joueur, tu as tellement de données analysées déjà sur est-ce que cette armée est favorable ou défavorable versus la mienne, et en plus de ça, dépendamment des 6 scénarios, comment est-ce que je gère chacune des archétypes d'armées? C'est exactement ça, c'est-à-dire que on n'a jamais été dans la simplification des matrices. Les matrices, c'est le tableur Excel. J'ai mes 8 armées, les 8 armées adverses, comment vont se passer les match-ups? Je joue tôt, je vais tomber contre un Nika. Sur cette table-là, Pampa, je sais que j'ai un match-up favorable. Sur tel scénario, il est moins favorable. Si j'ai pas le premier tour, il est moins favorable. Pensez à l'équipe de France, qui va rencontrer 37 équipes potentielles. Elle a fait 37 matrices, fois un nombre de scénarios, fois un nombre de joueurs. Là, ils ne sont pas en vacances. Je vous promets, ils ne sont pas en vacances. On va maintenant passer à la partie justement du pairing, la stratégie avant la bataille, où les deux capitaines vont lancer un dé. Celui qui va gagner aura l'initiative, ou en tout cas, son premier défenseur pourra choisir la première table. Ensuite, on va le voir, mais c'est justement, ça sera équipe après équipe qui pourront choisir leur table au fur et à mesure du pairing. Au tout début, on va donc émuler que tous les deux, on va jeter un dé, et c'est toi qui va gagner justement cette initiative. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc sur nos 8 joueurs, nos 8 cartes, on va poser une première défense tous les deux en même temps, qui va se révéler, qu'on va découvrir tous les deux en même temps. Face à la défense que tu m'as présentée, et face, toi, à la défense que je t'ai présentée, tu vas choisir 2 attaques. Tu vas me donner ces attaques, face cachée, et on va les révéler ensemble. Tu vas regarder les 2 attaques par rapport à la défense, et tu vas choisir qui va attaquer la première défense que tu as posée. Comme je suis le joueur 1, je vais choisir donc l'attaquant, une de tes listes, que je vais poser face à ma défense, et je vais dire à mon défenseur d'aller choisir sa première table. Ensuite, il va y avoir une alternance vis-à-vis du choix de table, mais comme on l'a vu tout à l'heure par rapport aux patrons qui ont été mis en place, si je veux une table Pampa, il n'y en a qu'une entre guillemets. Il y en a une et demie, on va dire. Mais il n'y en a vraiment qu'une. Donc si il est important pour ma défense d'avoir une table Pampa, le fait d'être premier défenseur va peut-être modifier mon choix de première def, par exemple. Ou à contrario, on l'a vu l'année dernière, les Eldar avaient besoin de leur table très dense. Donc ils voulaient être en première def ou en deuxième def pour être sûr que dans les
tables restantes, il reste des tables très denses. Donc cette première étape, on a choisi une attaque face à une défense. Tu as choisi une attaque face à une défense, on les révèle en même temps. Et donc ça veut dire que nous avons 2 matchs préétablis sur les 8. Nous avons chacun 2 joueurs, un défenseur et un attaquant, qui ont disparu de notre deck. Il nous reste 6 listes d'armées, il nous reste 6 cartes. Cette étape va se reproduire 4 fois au total. Et après, nous allons tomber dans la partie stratégique, qui est la fin de pairing. Sur les cartes qui nous restent, nous allons poser une défense. Il va nous rester 3 cartes en main. Sur ces 3 cartes, il y en a une qui va être l'oublié. Tu as eu un oublié dans tes listes, j'ai un oublié. C'est une carte où on sait que les oubliés vont se rencontrer. Il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de je choisis pas. D'accord, la latitude, excuse-moi, de bluff est énorme, puisqu'il te reste 3 cartes, ou en tout cas, toi, potentiellement, il te reste 3 Némésis en face de toi. C'est pour ça qu'un début de pairing peut être très enthousiasmant. Ah putain, on a réussi à bien choisir nos attaques et autres. Mais c'est pour ça que les matrices sont importantes. Déjà, il y a une demi-heure de pairing, c'est pas anodin. Sur les 4h30 de ronde à l'ETC, il y a une demi-heure de pairing parce qu'il va y avoir un vrai jeu de stratégie sur, très bien, est-ce qu'il ne vaut pas mieux au début que je prenne un match un peu moins favorable, un attaquant un peu moins favorable face à ma défense, pour être sûr de garder des cartes en main pour la fin de pairing. Et aussi, justement, sur les 3 dernières listes, les 3 derniers joueurs qu'il te reste, il faut aussi voir les tables qui sont encore disponibles pour pas les désavantager, en fait. Pas désavantager tes gars là-dessus. Il y a de ça. Comme on a vu, en plus, il y a un vrai panel de tables, même si les tables moyennes restent assez denses. Donc, dernière étape, tu as posé ta défense, j'ai posé la mienne. Il me reste 2 attaquants. Les oubliés ont été mis de côté. On sait qu'ils vont se rencontrer. Je te pose les 2 attaquants. Celui que tu vas refuser et celui que je vais refuser vont être les refusés. Ils vont se rencontrer. Donc, en fait, quand tu choisis l'attaquant sur cette dernière partie, tu choisis aussi l'autre match. Donc, tu es quasiment à choisir 3 matchs. Ouais. Donc, c'est vraiment très important parce que, comme tu l'as dit, sur ces 3 matchs, voire 4 avec l'oublié, tu peux avoir une fin de pairing complètement défavorable. Tes 4 premiers matchs étaient petit égal, petite win. Ouais, estimé 12, estimé 12, estimé 12. Mais si les 4 dernières, tu es sur un estimé à 5, tu as perdu ta ronde. Après, on l'a vu, le tour 1, la table et bien sûr le joueur font que ces estimés jouent et bougent au fur et à mesure des rondes. C'est pour ça que les coachs et les capitaines font le tour régulier des tables pour prendre les scores et réévaluer les estimés pour aller demander à leurs joueurs de prendre des risques ou au contraire de jouer défensif. Mais clairement, le pairing, c'est la stratégie avant game. Un bon pairing sur une ronde ne va pas te mettre les pieds dans les chaussons, mais peut être rassurant et peut, vis-à-vis des scénarios, demander au capitaine, au contraire, sur un pairing défavorable, de prendre des risques. Les gars, on a fait un mauvais pairing, on part défavorable. Donc déjà au niveau des objectifs, la latitude qu'on a, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est bah là, t'as pas le choix, tu les mets dans son camp et tu bourres. Le pairing détermine, pas toute la ronde, mais il détermine comment la ronde va s'engager. La tension immédiate qu'on va avoir au sein d'une ronde. C'est un vrai jeu de stratégie, donc c'est pas très clair, il faut le vivre, il faut le tester. Là vous avez l'exemple, donc def, je te présente 2 attaques, tu me présentes 2 attaques, j'en rejette une, j'en choisis une. Et cette fin de pairing où il y a les oubliés et les refusés qui vont se rencontrer. C'est un peu complexe, mais il y a un vrai jeu de stratégie et on a des vrais bons appareilleurs. Et dans chaque équipe, il en faut un, voire plusieurs. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas bon au pairing. Mais par contre, dans mon équipe, et j'ai toujours eu des équipes dans lesquelles j'ai 1 ou 2 mecs qui adorent ça et qui sont très bons, qui sont limite dans une sorte de jeu d'échecs ou de poker là-dessus. Ok, bah écoute, pas mieux. Je pense qu'en fait, c'est une parfaite conclusion aussi, bah justement, non mais pour montrer en fait la complexité et l'intérêt du jeu en équipe, notamment ici des championnats du monde en équipe de 8, avec la France qui sera présente bien évidemment en Serbie, mais ça montre en fait que finalement, déjà concrètement, toutes les idées reçues qu'on va avoir, ouais, ça se joue sur un tour 1, bah c'est pas vrai du tout, maintenant avec les tables, que ouais, c'est bon, le gars il joue un truc super pété, ouais. Bah pas tant que ça, parce que justement, avec les différents scénarios, le mille et mélo qu'on va avoir, de l'attrition, de l'Eternal War, du Maelstrom, en plus de ça, des petites choses que l'ETC a rajoutées sur le fait qu'on va marquer en fin de tour, en début de tour, et ben finalement il y a une stratégie globale et qu'il y a une forme, un mot qu'on utilise souvent, de méritocratie. On le voit l'année dernière, les États-Unis ont tout gagné. Et pourtant, ils sont tombés contre la France au premier round, et ben ils méritaient de gagner l'ETC. Et là, il n'y a pas d'aléatoire sur autant de games, sur autant de jours et sur autant de vecteurs, en fait, dont tu as décrit aujourd'hui, avec un pairing en plus de ça d'équipe. C'est vraiment super positif. Je trouve ça galvanisant, en fait, bah, justement, d'avoir cette équipe et qu'on va pouvoir suivre tout ça, en fait, justement, avec eux, sur l'ensemble des phases qu'on a citées précédemment, qui ne se limitent vraiment pas qu'à la game. Tu dois être avec nous, ça va être génial. Top.
Voilà, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros fucking pouce bleu, blanc, rouge dessus, les gars. Petit surnom. C'est mon pseudo. Ça me va bien. C'est pour les fabricants chinois. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre vraiment un gros pouce bleu, blanc, rouge dessus, à la partager, à en parler à vos amis qui jouent ou pas à Warhammer. C'est super cool de se dire que dans notre passion, on a une équipe de France, on a nos championnats du monde, et pour ça, on va pouvoir suivre nos bleus. Ça va être trop cool. Si vous voulez continuer de supporter French War Game Studio et notre déplacement à l'ETC, n'hésitez pas à passer sur la plateforme de Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.